Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience ? Aujourd'hui, je reçois Clément Debosc au micro de Nouvelle Conscience. Clément Debosc a cofondé l'association Ma Petite Planète aux côtés de Mathilde Hébert et de Christian Nalatambi, avec pour envie d'initier une grande mobilisation citoyenne dans laquelle la joie et le lien humain priment, aussi bien pour les enfants que pour les ados et les adultes. Depuis sa création en août 2019, Ma Petite Planète a réuni plus de 174 000 MPP Players autour de défis transversaux liés à la protection de la biodiversité, au tissage de liens à la nature ou encore au militantisme ainsi qu'à l'alimentation. La prochaine édition pour adultes commence ce lundi 23 janvier. Vous retrouverez le podcast Nouvelle Conscience parmi le défi podcast. Alors, n'attendez plus pour vous inscrire et pour rejoindre une ligue directement sur l'application Ma Petite Planète, disponible dans tous les stores. Je vous souhaite une très bonne écoute et que le plus vert gagne. Bonjour Clément Debosc, ravi de te retrouver aux locaux de Ma Petite Planète. Merci de m'accueillir. Bonjour Manon, ravi également. Tu es l'un des 3 cofondateurs de Ma Petite Planète, qui est une association de loi 1901, aux côtés de Christian Nalatambi et de Mathilde Hébert. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de l'association, de ses objectifs, de comment elle agit et la philosophie en fait de Ma Petite Planète. J'aimerais d'abord te proposer de présenter l'association d'un point de vue global pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et j'aurais quand même envie de dire avec le cœur et en conscience. Voilà. Donc, pour comprendre Ma Petite Planète, je vais vous raconter un peu son histoire. Donc, Ma Petite Planète MPP pour les intimes, en fait, c'est né d'une forte envie de contribuer à mon échelle pour lutter contre le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Voilà. C'est une envie qui est née il y a 4-5 ans en lisant pas mal de bouquins, notamment ceux de Cyril Dion, en regardant des documentaires également. J'ai été hyper affecté par la canicule à Paris en 2019 et je me suis dit que c'était finalement cohérent de mettre toute mon énergie pour contribuer à résoudre ce problème. Et c'est aussi né d'une forte frustration qui, une fois que j'avais compris la hauteur des enjeux, je me suis dit ok, une fois que tu sais ça, embarque ton entourage dans l'aventure et essaie de les mettre en cohérence eux aussi, parce que du coup j'étais progressivement en train de me mettre en cohérence sur le sujet d'un point de vue de mes habitudes. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de freins qui faisaient que les gens n'agissaient pas, et parfois je pouvais être peut-être moralisateur et contraignant sur le sujet. Et du coup je me suis dit, et tiens, si on créait finalement une expérience collective autour de l'écologie pour donner envie aux gens d'agir. Et c'est en août 2019 que j'ai lancé le premier prototype de Ma Petite Planète avec mes amis de lycée. Et c'est suite à ces premières ligues que j'ai rencontré Mathilde et Christian, qui étaient bénévoles dans une autre association qui s'appelle La Fourmilière, qui est une asso qui promeut le bénévolat et l'engagement citoyen à Paris. Et je les ai rencontrés en tant que bénévoles dans cet asso autour de l'accueil et l'intégration des personnes exilées. Et je leur ai parlé du projet, ils étaient hyper intéressés, ils m'ont bien aidé. Et c'est une belle histoire puisqu'aujourd'hui ils sont devenus cofondateurs de l'asso qu'on a fondé en mars 2020. D'accord. Et du coup, très concrètement, Ma Petite Planète, c'est un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage qui dure 3 semaines. Notre mission, puisque on est vraiment une asso, on a une raison d'être, une mission, c'est la sensibilisation et surtout ce qui nous différencie, le passage à l'action d'un maximum de personnes pour protéger la planète et le vivant. Et notre ambition, c'est de devenir peut-être le jeu de référence à l'échelle européenne d'ici quelques années sur le sujet du passage à l'action. Voilà dans les grandes lignes. Il y a une version à destination des adultes qui accueille à la fois le grand public, les gens qui vont créer une ligue et embarquer leurs amis, leurs familles, leurs voisins, mais aussi
les entreprises, voilà, les entreprises, les collectivités, les universités. On met d'ailleurs en place des team building à impact environnemental pour ces structures, et c'est une grande force puisque c'est l'essentiel du modèle économique de l'association. Et en parallèle de ça, moi j'avais des amis enseignants et je leur ai proposé il y a environ 2 ans et demi d'essayer d'adapter le jeu qui était à la base pour les adultes à des enfants. Et donc on a lancé il y a 2 ans et demi dans une classe en Seine-Saint-Denis avec ma pote Océane qui est prof de français, MPP scolaire, et depuis on l'a adapté de la maternelle au lycée et c'est devenu l'essentiel de l'impact de l'association. On a eu 174 000 joueurs à date, dont 100 000 élèves et 74 000 du coup adultes. Voilà pour les grandes lignes. Super, écoute, c'est très complet. Vous procédez notamment par des éco-gestes, différents défis dont tu parlais tout à l'heure. Comment ces éco-gestes permettent en fait de vraiment considérer, comprendre le dérèglement climatique de façon globale? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ils sont très divers, donc il y a les thématiques d'énergie, les relations avec le vivant, des technologies. Et comment ça, en fait, ce n'est pas uniquement une petite action au quotidien, mais ça permet de comprendre et ressentir ce dérèglement mondial. Je pense que le problème, il est systémique. Et du coup, notre ambition, c'est de donner vraiment une vue d'ensemble à toute personne qui souhaite agir et contribuer sur le sujet de quels sont les enjeux, quelle sont la hauteur des enjeux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a 15 thématiques. Tu en as cité quelques-unes. On pourra rajouter l'alimentation, la mobilité, la biodiversité, le côté militant. C'est vraiment une thématique aussi. Ça fait partie du passage à l'action. Le fait d'écouter des podcasts, le tien, d'autres par exemple, pour monter en compétence, qui est hyper structurant dans le fait de avoir envie d'agir, parce que quand on sait la hauteur des enjeux et quand on sait quels sont les leviers, c'est plus facile d'agir. Et du coup, notre approche, elle est assez exhaustive sur l'écologie. On pourrait parler d'une écologie intégrale où on va inviter les participants, qu'on appelle les MPP players, à réinterroger un peu leur façon de vivre, se dire est-ce que ça c'est essentiel, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, est-ce que je serais fier si je contribue pour la planète. Et du coup, on va, à travers ce jeu, qui est une sorte d'émulation collective de 3 semaines avec son entourage, on va questionner les gens et leur montrer aussi que l'écologie, ça peut être sympa, facile et peut-être même hyper motivant en fait. Voilà, donc c'est notre approche à travers le challenge MPP. D'accord. Donc voilà, pour vous, d'après ce que j'ai compris, la notion de joie, d'amusement est très importante pour passer à l'action. Je me souviens du finish du film de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Legacy, c'était Agir rend heureux. Et moi, c'est un truc, j'en suis convaincu. Et au-delà de notre contribution, je pense, pour la planète au sens mitiger le dérèglement climatique, contribuer à la préservation de la biodiversité, profondément, je pense qu'on rend les gens heureux et fiers. Et du coup, notre impact, il est aussi, à mon avis, social en termes de création de liens. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont rencontrées dans les ligues et qui n'auraient pas pu se rencontrer sinon. C'est hyper important aujourd'hui de se faire rencontrer les gens parce que l'une des principales difficultés, c'est l'éco-anxiété. C'est aussi le fait de se retrouver seul dans ces combats-là. Nous, on met les gens en mouvement, on met les gens ensemble dans des conversations de ligue où ils vont échanger leur réalisation, leur fierté pendant 3 semaines. Donc, c'est un peu un feel-good, pas movie, mais une expérience qui enthousiasmante autour de l'écologie. Et Dieu sait qu'on en a besoin en 2023 à l'heure de l'urgence écologique et des catastrophes qu'on constate un peu plus chaque jour. Oui, c'est-à-dire que les MPP players à titre individuel vont être réunis au sein d'une conversation avec d'autres joueurs et joueuses, et donc ça va permettre des échanges et aussi des rencontres peut-être. Tout à fait, derrière quasiment tous les défis, il y a une petite preuve qui est demandée, ça peut être une photo, une capture d'écran, un petit texte, et du coup tout est prétexte à la discussion, aux encouragements aussi, parce que quand on fait quelque chose, on est très content que les autres, surtout quand ça va dans le sens, que les autres le voient, nous encouragent, nous félicitent. Il y a toute une mécanique, et ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, d'incitation au passage à l'action. Ça passe par des points, ça passe par des badges, ça passe par, pour les gens qui aiment bien un peu la compète, un classement général de l'édition en live. Voilà, il y a des défis aussi coopératifs pour donner envie aux gens de se retrouver. Il y a des personnalités écologiques qui représentent chacune des équipes. Nous, on a travaillé avec l'équipe à temps plein. Donc aujourd'hui, il y a 28 salariés et 150 bénévoles qui portent le projet avec nous, mais aussi toute notre communauté. On a essayé de co-construire vraiment cette expérience depuis bientôt 3 ans.
Et comment vous assurez le suivi justement des MPP Players, puisque finalement donc ça dure 3 semaines, après ils reviennent à leur vie de tous les jours. Donc comment vous avez pu vraiment déceler l'impact que ça a eu à titre individuel et plus largement collectif au sein d'une classe? Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience dans ce sens-là? En fait, si ça dure 3 semaines, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que si c'était plus court, les gens, alors adultes comme enfants, n'auraient pas le temps d'expérimenter, de mettre en place de nouvelles choses. Et parfois, vous avez tous un agenda chargé. Et du coup, voilà, les gens déprioriseraient. Mais là, il y a quand même suffisamment de temps pour expérimenter des nouvelles choses et surtout garder des défis dans la durée. Une première semaine végétarienne, ça peut être 1 semaine sans plastique, 3 semaines avec 0 objet neuf, etc. Et du coup, quand les gens se challengent là-dessus, une fois qu'ils l'ont tenu 1 semaine ou 3 semaines, ils se disent ok, mais en fait j'ai réussi à le faire, c'était pas si compliqué, ça m'a apporté une certaine fierté et du coup pourquoi pas le garder dans la durée. En revanche, vous ne pourrez pas le faire plus long parce que tout être humain a besoin d'une deadline et d'un horizon de temps où il se dit ok, j'ai quand même intérêt à le faire maintenant. Si on fait le défi sur 6 mois, ok, pourquoi maintenant et pas dans 2 mois? Voilà. Et du coup, on pense que c'est la bonne durée. Et sur l'impact dans la durée de MPP, c'est une bonne question. Alors après chaque édition, on a forcément des questionnaires de satisfaction et aussi d'impact un petit peu. Il y a une question, c'est quelles habitudes vous allez garder après le challenge. Donc ça, on pose juste après. Et en vrai, on a aussi un enjeu maintenant à faire dans la durée, à revenir vers notre communauté peut-être 6 mois, 1 an après. On est en train de structurer ça. Mais l'idée, c'est que les gens repensent leur rapport à la consommation, ralentissent souvent leur achat, on va dire carné. Et peut-être même plus important, ils sont davantage intéressés par le sujet. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une émotion pour en fait, qu'ils aient une empathie pour le vivant et qui se réémerveillent, se réenchantent et davantage envie de le protéger. Et donc ça, c'est à travers les défis, peut-être biodiversité. On a un défi qui est souvent parlé de lui, que moi j'aime beaucoup. Peut-être, sur le papier, il paraît insignifiant, mais moi je pense que c'est l'un des plus puissants, c'est trouver un arbre dont le tronc fait plus de 4 mètres de circonférence et lui faire un gros câlin et se prendre en selfie. Il y a un côté peut-être un peu ridicule, mais on s'en fout. Moi, je trouve que c'est hyper bien. Et les gens, une fois qu'on leur demande de faire ça, ils se réalisent, mais oui, un arbre, c'est aussi un être vivant. Il a aussi probablement des droits. Il a aussi, il y a tout un système, racinaire en dessous. On comprend un peu plus comment il fonctionne. Et il a aussi le droit, je pense, d'avoir une vie préservée. Donc, lutter contre la déforestation, arrêter de faire la monoculture, ça peut aller aussi dans ce sens-là derrière un défi qui paraît anodin. Oui, c'est rigolo que tu parles de ce défi-là puisque j'allais justement t'en parler. Il revient souvent, notamment chez les élèves qui jouent pour la version scolaire. Donc vous les interrogez sur leur défi préféré et il est revenu souvent ce défi-là. Comment tu l'expliques en fait que ce soit dans le top 3? Les élèves, ils voient vraiment Ma Petite Planète comme un jeu. Ils sont hyper contents, excités à l'idée de vivre une expérience avec leurs camarades de classe. Potentiellement, alors en primaire, ils sont tous ensemble. Au collège, lycée, il y a des petites équipes dans les classes parce qu'ils aiment bien ça. Et parfois, il y a une équipe d'enseignants. Donc là, quand tu es élève et quand on te donne la possibilité de battre ton enseignant, t'imagines bien la joie que ça peut te procurer. Oui. Et ce qui est incroyable derrière un bébé scolaire, c'est qu'en fait, notre impact, il n'est pas juste sur les enfants. On embarque très souvent les familles. Oui. Parce que derrière, les élèves, ils ramènent à la maison une liste de défis. Papa, maman, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Est-ce qu'on peut cuisiner des légumes ce soir? Est-ce qu'on peut m'emmener on peut faire une balade en forêt, ramasser les déchets, etc. Donc ça, c'est vraiment une vue d'ensemble. Et pourquoi ce défi marche bien? Je pense que les enfants ont encore un rapport plus nouveau. Dans le sens, ils ont moins été déconnectés que nous par rapport au monde vivant. Ils ont moins une vision anthropocentrée. Je pense qu'on a beaucoup, et moi j'essaie de m'en détacher, mais c'est pas facile parce qu'on est quand même ancré dans une société avec un modèle, des structures, etc. C'est très présent. Et les enfants, ils sont un peu plus détachés de ça, et donc on leur dit allez, mets tes mains dans la terre, regarde comment est constitué le sol, fais un câlin à un arbre. Ils sont souvent hyper enthousiastes. C'est là aussi que tu touches à l'émotion, que vous touchez à l'émotion? Tout à fait. Alors, en fait, à travers le challenge MPP, il y a plusieurs messages qu'on essaie de faire passer. Le premier, c'est que, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers, bientôt des centaines de milliers de personnes qui vont agir ensemble lors des éditions. Et du coup, ça crée un sentiment de puissance versus le fameux sentiment d'impuissance, de je suis tout seul, c'est la faute des Chinois, on ne peut rien faire, etc.
certes, il va falloir qu'il y ait des choses qui se mettent en place à l'échelle mondiale, d'autres pays, d'autres gouvernements, mais les citoyens peuvent se mobiliser. Et il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Bien sûr que si les politiques, les entreprises ne bougent pas, ça ne sera pas suffisant. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et il y a le fameux cercle, il faut lutter contre le cercle de l'inaction où chacun se renvoie la balle, parce que c'est vraiment, ça n'aboutira à rien. Et très concrètement, l'émotion, nous, c'est à travers l'émerveillement, le fait de rendre accessible, le fait d'avoir un impact pour quelqu'un qui a 4-5 ans, qui est en grande section CP, en fait, le fait de se dire « Ok, je suis capable de faire ça et ça va dans le sens de la planète », je pense que les jeunes s'en souviennent. Et tout le pari de MPP, c'est qu'ils gardent ça pendant des années. Donc là, le travail de l'association qu'on est en train de faire avec les petites sections, en fait, ça créera probablement une génération plus cohérente et plus sensible sur ces sujets dans quelques dizaines d'années. Voilà. Ça laisse germer des graines et après, c'est eux qui pourront se doter de tout ce qu'ils auront appris pendant ces expériences. C'est tout le pari de MPP. Vivre une expérience forte pendant 3 semaines et qu'ensuite les gens gardent des bonnes pratiques, de l'énergie, des réseaux dans la durée pour traverser ensemble, pour faire une sorte de transition collective vers un monde plus soutenable et aussi plus joyeux, à mon avis. Ouais. Tu parles souvent de mobilisation citoyenne pour répondre à l'un des plus grands défis de l'humanité. Est-ce que les MPP Players vivent surtout en ville ou à la campagne ? Est-ce que ça, tu peux un peu le notifier ? Est-ce que du coup, le jeu a été conçu plutôt pour quel type de public ? En fait, nous, on est partis avec nos potes, avec Mathilde et Christian, on a créé des premières ligues avec nos entourages respectifs. Et donc, on vivait plutôt à Lille, à Paris, etc. Mais assez rapidement, et ça c'est un peu la magie du digital aussi, il y a des gens qu'on ne connaissait pas un peu partout en France qui ont découvert le concept sur les réseaux sociaux notamment, ou dans les médias, et qui se sont dit « Tiens, moi j'aimerais bien créer une ligue avec mon entourage localement ». Et du coup, aujourd'hui, si vous allez sur le site Ma Petite Planète, on a une cartographie assez incroyable de l'ensemble des MPP Players, à la fois adultes et des établissements scolaires, qui ont participé à nos précédentes éditions, et on voit que c'est hyper éclaté, c'est finalement assez représentatif de la France, et en tout cas c'est une fierté de se dire qu'aujourd'hui on a un jeu qui est suffisamment équilibré, universel, pour que à minima à l'échelle européenne ça soit adapté, puisque grâce à nos bénévoles on a eu cette fameuse carte, on voit cette vue d'ensemble, et aussi le jeu est aujourd'hui traduit en anglais, en allemand et en espagnol, et du coup on a vraiment des ambitions internationales. Et est-ce que les défis sont les mêmes du coup pour les scolaires et pour les entreprises, où vous avez créé deux adaptations finalement ? Tout à fait. En fait, il faut distinguer 2 éditions. Une édition pour les adultes, qui rassemble le grand public et les entreprises, pour lesquelles on les accompagne, on met en place un team building à impact environnemental, avec un classement dédié, avec des cérémonies de lancement, des cérémonies de clôture et de remise des prix. Et de l'autre côté, il y a d'autres éditions, donc 3 par an pour les adultes et 2 par an pour le scolaire, où c'est vraiment, où on accueille tous les enseignants de la maternelle au lycée. Pour information, et c'est dans la mission de l'association, on les accueille gratuitement. Donc si vous connaissez des enseignants, avec plaisir pour les accueillir, et on les forme à distance, on leur met en place, on leur met à disposition des outils clés en main, des tutos pour bien lancer leur ligue. Ensuite, on a un support en temps réel pendant l'édition pour répondre à leurs questions, les aider, etc. Et du coup, c'est vraiment des éditions distinctes avec forcément des défis adaptés à l'âge de chacun. Il y a 4 versions du jeu pour les enfants, maternelle CE1, CE2, CM2, collège et lycée. D'accord, donc oui, c'est vraiment construit en connaissance de cause du public à qui ça s'adresse, c'est vraiment adapté. C'est vraiment adapté, et la meilleure preuve, c'est qu'on a bientôt une vingtaine de bénévoles qui sont des bénévoles enseignants, qui ont trouvé ça chouette, qui ont mis le jeu en place dans leur classe, et aujourd'hui qui nous aident à être au plus près des besoins des élèves, mais aussi des programmes de l'éducation nationale. Et en fait, l'idée, c'est on pense que l'écologie, c'est hyper transverse. Et du coup, ça peut tout à fait s'intégrer dans une session de sport, une session de français, une session d'art plastique, forcément une session de SVT. On a des profs de maths qui utilisent l'écologie pour prétexte, pour apprendre les ordres de grandeur, etc., etc. Et du coup, on a des enseignants qui nous aident à coller au mieux et à aider justement les enseignants aussi à inclure le projet pédagogique MPP scolaire dans leur programme. D'accord. Wow, donc c'est vachement riche aussi, ce creuset de bénévoles qui sont là pour vous donner
vraiment la relation avec le terrain. Moi, peut-être, j'aimerais faire un focus sur les 2 défis, relation au vivant et biodiversité, auxquels je suis extrêmement sensible. Et je pense justement que comprendre ces enjeux-là passe par du sensible. Donc, comment vous arrivez aussi à décorréler du coup le passage à l'action de l'application pour vraiment comprendre que c'est du monde réel, que c'est du monde vivant qui est fragile et avoir envie d'aller à sa rencontre, notamment quand on vit à Paris ou en ville? C'est une excellente question. On a des défis où on incite les gens à partir en pleine nature. Voilà, se déconnecter, déconnexion des écrans, des réseaux sociaux. On a un défi assez marrant où on invite les gens à faire du camping, du camping sauvage zéro déchet. Voilà. Parce que ça passe par là, voilà, remettre un peu, en vrai, d'aventure, accepter l'incertitude aussi. Aujourd'hui, on vit dans une vie, avec un smartphone, on réduit l'incertitude de façon gigantesque et on pense que pour créer une émotion, pour se laisser aussi un peu le temps, écouter les oiseaux, etc., eh bien, il faut accepter de déconnecter et puis simplement se balader en forêt, dans les parcs, etc. Après, pour les gens en ville, ça peut être simplement, on a des défis coopération interligue, où on va inviter les gens à rencontrer des MPP players proches de chez eux qui ne sont pas dans leur ligue. Et du coup, voir qu'il y a d'autres gens qui agissent. Je sais pas, toi, tu vois d'autres choses un peu sur l'aspect biodiversité qu'on pourrait faire? Moi déjà, j'ai vu construire des petites maisons pour les oiseaux. Donc ça veut dire instaurer le dialogue finalement avec ce vivant et le faire venir à vous, l'observer et lui donner un lieu aussi de sécurité. Donc ça, c'est ce que vous faites déjà. Exactement, c'est vrai. J'ai déjà rencontré pas mal d'urbains justement qui déjà en fait réfléchissaient à comment l'accueillir chez soi, lui donner des espaces de végétalisation en plantant des graines, en essayant de créer des corridors biologiques. Mais ça, par exemple, ça peut être construit avec des chercheurs, il y a vraiment des gens spécialisés dans ça. Végétaliser son balcon, des toits, par exemple. Il y a des choses très simples. Tu as plein de bonnes idées. On en a certaines déjà dans le défi, mais on te recrute maintenant si tu veux. Pour le côté vivant, monde animal, végétal. Super, merci Clément. Donc oui, tu cites souvent également le chiffre de 25% qui en fait correspond à ce qu'une personne, si elle respecte totalement les éco-gestes, une façon de vivre sobre et horizontale, du coup les émissions globales seront réduites de 25% à l'échelle mondiale. Donc ce chiffre, il vous motive, il vous donne aussi une ligne de conduite pour continuer à agir? Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas du tout négligeable, c'est complètement nécessaire, mais ça sera pas suffisant. Donc, oui, ça nous motive. Après, c'est important et nous, on essaye. Souvent, il y a une grosse énergie pendant les éditions, c'est assez incroyable. La mobilisation en moyenne, un MPPBR va valider 15 défis pendant 3 semaines, c'est-à-dire 2 défis tous les 3 jours. Ouais. C'est conséquent et c'est une vraie fierté de l'association. Et souvent, après l'édition, on essaie de faire aussi prendre un peu de recul aux gens en disant c'était très bien, c'est nécessaire, on est ravis, vous avez donné peut-être de l'espoir, de l'énergie à plein de gens en agissant. Après, aujourd'hui, il est temps d'être hyper en vrai militant avec les hommes et les femmes politiques qui sont dans l'ensemble pas à la hauteur des enjeux. Voilà, et aussi les entreprises ont clairement leur part et leur levier sur le sujet. Engagez-vous, vous pouvez faire de l'intrapreneuriat dans vos boîtes pour les transformer, vous pouvez alors le fameux c'était quoi? C'était pivoter, non c'était pas, alors déserter, basculer. Voilà, vous utilisez le mot que vous voulez. Vous pouvez faire un pas de côté aussi pour vous investir dans des associations, des structures à impact. Et du coup ces 25%, ça nous motive, mais clairement c'est pas suffisant. Et il y a un autre truc qui est hyper important de souligner dans le challenge MapsMed, c'est qu'on parle pas du tout que de carbone. Et souvent les boîtes, elles viennent nous voir et c'est bien, on est content. Elles disent nous on est là pour essayer de réduire notre empreinte carbone. On leur dit c'est très bien, c'est une porte d'entrée intéressante. Après nous on est là aussi pour montrer aux gens qu'il y a la pollution des eaux, la pollution des sols, la gestion des déchets, qu'il peut y avoir aussi la qualité de l'air, etc., qui sont des facteurs environnementaux hyper important et que c'est pas à négliger non plus sous le prisme uniquement du carbone. Donc ça aussi, ça pourrait rentrer justement dans le volet protection du vivant plutôt au sein des entreprises pour qu'ils puissent agir aussi en préservant les différents éléments de la nature qui soutiennent la vie sur Terre. C'est tout l'ambition,
Et c'est intéressant parce que au début, les gens étaient un peu sceptiques sur la mise en place du challenge MPP en entreprise, qui disaient ouais, c'est assez intrusif. Les gens partagent ce qu'ils font un peu au quotidien, donc ça se joue. Ça peut se jouer au boulot, ça peut se jouer le soir, ça peut se jouer le week-end. Pour information, c'est toujours sur la base du volontariat, donc il y a pas de vrai sujet là-dessus. Et en fait, les gens, ils connaissent bien mieux leurs collègues après. Ils ont une autre relation, et donc en termes de création de liens, de connaissance de ses collègues, on a une vraie valeur ajoutée là-dessus, et sur un sujet qui, je pense, est le plus fédérateur de tous, la protection de notre maison commune, la planète, et du coup, ça crée des chouettes souvenirs en entreprise. Ouais. Merci beaucoup Clément. Donc, comment on peut vous rejoindre là? Quelles sont les prochaines échéances? Je crois qu'il y en a une qui arrive très bientôt. Exactement. Du coup, 3 éditions par an pour les adultes, donc grosso modo tous les 4 mois, et 2 éditions pour le scolaire. La prochaine édition adulte, ça commence le 23 janvier. Voilà. Donc il va vous rester quelques jours, mais c'est suffisant pour en fait embarquer votre entourage. Nous, et comment on a grandi en 3 ans, on a eu un relativement bel impact. En fait, la clé derrière tout ça, c'est que nous, on recrute des ambassadeurs et ambassadrices qui vont mobiliser leur entourage, leur MPP player. Et du coup, on a un effet de levier hyper intéressant puisque on n'a pas recruté 174 000 personnes. Nous, on a recruté entre 10 à 20 000 personnes qui ont recruté 10 personnes chacun, grosso modo. Oui. Et très concrètement, vous allez sur l'application mobile Ma Petite Planète qui est disponible sur les stores. Voilà, vous la téléchargez et ensuite, soit vous créez une ligue, vous invitez votre entourage. Ensuite, on vous donne des kits pour MPP ambassadeurs où vous pouvez vous former sur des webinars ou via des petites vidéos qui sont toutes faites où on vous explique l'ensemble du jeu, les bonnes pratiques pour animer une ligue. Vous pouvez également, pour cette fois ou une fois suivante, jouer dans ce qu'on appelle une ligue ouverte à tous. Ça peut être une bonne manière aussi de découvrir, même si c'est un peu moins impactant parce qu'il n'y a pas la notion d'effet de levier. Et en fait, là, c'est rigolo, mais très concrètement, dans ces ligues ouvertes, nous, on va matcher dans des conversations de ligue des gens qui ne se connaissent pas du tout, mais qui vont vivre l'expérience de MPP ensemble. Donc c'est une autre façon de jouer. Et puis après, si vous connaissez les enseignants, la prochaine c'est le 13 mars. On a eu 41 000 élèves sur la dernière édition. On espère qu'on atteindra les 60 000 sur la prochaine. D'accord. Et voilà, on sera hyper heureux d'en accueillir un maximum. D'accord. Donc oui, on peut suivre cette évolution sur vos réseaux, sur Instagram. Et puis moi, je vais créer une ligue avec le podcast Nouvelle Conscience. Du coup, je vous invite à la rejoindre. Donc je ferai toute la communication à partir de la semaine prochaine. Donc je regarderai le tuto, tout ça, le lien. Et donc on verra pour ajouter quelques MPP players à votre compte à rebours. Trop bien, on sera ravis de vous accueillir dans la ligue de Manon, dans une ligue avec votre entourage. Manon, sache que j'aurai ton score en temps réel. Ouais, donc il faudrait que je fasse attention. Pas de pression, tu fais au mieux. Oui. Mais déjà, je pense avec ce podcast, t'as un bel impact, en tout cas, bravo. Non, merci. Et voilà, au plus, nous souvent on dit que les plus verts gagnent. Voilà, c'est le petit mot de la... Que les plus verts gagnent, tout à fait. Dans ce podcast, et ce sera la ligue également du podcast Nouvelle Conscience. Donc, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette nouvelle conscience ? Pour moi, ça implique de sortir de cette vision anthropocentrée qui, en fait, est hyper ancrée et c'est un peu un travail de tous les jours. Ça implique aussi de se réémerveiller des choses simples, d'avoir de la considération et de l'empathie pour les autres êtres vivants. Et ça implique aussi peut-être une énergie et une émotion à aller chercher au fond de nous-mêmes pour faire ce que moi j'appelle ça l'extra mile pour la planète, le pas supplémentaire qui va dans le sens de protéger la planète et de se dire mais en fait on a beaucoup plus à gagner à protéger la planète et à agir aujourd'hui, à changer potentiellement nos habitudes, notre quotidien. Et comme on a beaucoup plus à gagner, en fait ça doit être enthousiasmant. Comme nous on veut rendre l'écologie un peu épique, on veut rendre l'écologie attrayante et du coup c'est vraiment en basculant un peu le système de valeurs de tiens l'écologie c'est moralisateur, c'est contraignant, franchement c'est relou, mais c'est hyper stylé d'être écolo et c'est ça qu'on aimerait contribuer en fait à faire passer ce message et ce changement de paradigme de tiens la personne la plus stylée de la bande c'est la personne qui agit le plus pour la planète et on aura réussi le jour où ça sera devenu la norme. Voilà. D'accord, super, c'est un beau projet, merci Clément. Avec plaisir Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!